bienvenue pour ce nouveau live. Ça fait super plaisir de vous retrouver comme tous les dimanches à 19 h. On peut déjà dire bonjour à DRJ et Nanou qui sont là, It's Creart, hein. Et il y a Wolf aussi qui vient d'arriver, il y a ma Dev chérie qui est là, coucou ma Dev. Et là, Maletti, un petit bisou. Oui, bah écoute, reste le temps que tu peux, et puis quand tu devras nous laisser, tu nous laisseras. C'est pas un souci, coucou mon cœur. Il y a Noël aussi qui est là, il y a mon petit cœur d'amour. Que voilà, ça fait super plaisir de vous retrouver. Comme à chaque fois, hein, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Merci DRJ, c'est gentil. Bah ça c'est grâce à Dev, hein. Coucou la gueuse, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, ma chère Angélique, ça fait plaisir. Ouais, bah ça c'est grâce au petit cours de maquillage hein, que m'a donné Dev lors de mon séjour en Belgique. Hein. Maintenant j'arrive à faire en sorte de faire des trucs qui réussissent plutôt bien. C'est vrai que je suis assez contente. Coucou ma Geneviève, coucou Valérie. Ça fait plaisir de vous voir, vraiment c'est super chouette. J'ai passé vraiment un super week-end, on n'a pas arrêté, on a fait plein de choses. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous avez vu, hein, j'ai été faire du tir. Alors franchement c'était chouette, on s'est bien amusé. Merci mon cœur, merci mon amour. Enfin bref, c'était vraiment génial, on s'est bien amusé. Ah, en déménagement, ah ouais, bah c'est clair, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. J'espère que ça va et puis que tu t'en sors, hein, parce que les déménagements, c'est toujours un petit peu la cohue, comme on dit. Enfin voilà. Oui, en drôle de dame, exactement. Oui, oui, j'ai été faire... Non, c'était sympa. C'était franchement sympa. Alors, le premier pistolet, c'était un 9 mm et après, on a tiré au fusil à pompe. Mais ouais, c'est du tir sportif. Hein. Moi, je suis pas du tout pour, on va dire, une banalisation des armes. Hein. Il faut que ce soit cadré, régulé, etc. Donc, coucou ma Nanou, ça fait plaisir. J'ai lu que t'allais un peu mieux. Donc, franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de regarder le replay de ton live de hier soir parce que bah, j'ai pas arrêté du week-end. D'ailleurs, j'ai fini de préparer. Le live était prêt, hein, tout ça c'était fait, mais les intégrations d'images, etc., j'ai fini de les préparer il y a même pas une heure. Donc voilà. Ah ouais, tu refais toutes les peintures et tout, ouais, en effet. Bah, j'espère alors t'apporter un petit peu de détente pendant ce petit moment où on sera tous ensemble. Vous avez vu hein, que on va parler donc de l'intelligence des corvidés, tout ce qui est corbeau, corneilles. On viendra un petit peu plus en détail. Le générique, je sais pas si vous avez fait attention, a un tout petit peu changé. Parce qu'en fait, je suis en train de voir qu'on les accumule, hein, ces lives et ces histoires insolites. Et je trouvais dommage qu'à chaque générique, j'en ai que 5 ou 6. Parce que ça ne représente pas tout ce qu'il y a déjà eu. Alors c'est pour ça que j'ai fait un petit montage avec vraiment un effeuillage de tout ce qui a pu se faire jusqu'à maintenant. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pour ça que j'ai un petit peu changé le générique du début des lives. Enfin voilà, et puis j'aurais voulu un petit peu votre avis. Je vais créer un sondage sur Facebook pour voir un petit peu quels sont les sujets que j'ai fait parce qu'on va arriver gentiment là d'ici le mois d'avril, on arrivera à une année. Donc j'aimerais voir un petit peu quels sont les sujets qui vous ont le plus plu dans tous les lives que j'ai eu fait. Donc c'est pour ça qu'on va regarder un petit peu, je ferai un petit sondage d'ici justement 1 ou 2 mois et on verra bien ce que ça donne. Alors, il y a Dino qui commence à dire une phrase qu'il faut pas... Comment... Ah, alors comment est-ce qu'il faut pas... Alors ça, il faut que toi, tu la répètes plus. Si tu as des phrases que ton oiseau, que tu n'as pas envie qu'il continue ou qu'il répète, bah faut surtout que toi, tu les dises pas. Parce que bah, si tu les dis, c'est comme ça que lui, il va continuer à t'imiter, c'est tout. Enfin, voilà. Ça fait... Voilà, donc... Ou je sais pas, j'espère que vous allez tous bien. C'est vrai que bah, en Belgique, Dev non seulement m'a fait le petit court maquillage, c'est vrai que c'est elle qui m'a coupé les cheveux aussi. T'as raison, DRJ, elle a coupé les cheveux de Caro aussi. Enfin voilà, c'est des petites choses qui... Et là, on est reparti, hein, une semaine assez lourde de travail. Coucou Catherine, coucou. La vidéo sur Cacatoès dont je vous parle depuis maintenant presque 1 mois, ça va venir. J'ai eu tellement de choses à faire. J'ai eu tellement de choses à faire entre la vidéo du voyage en Belgique, aussi Joanne Vaillancourt qui était absente, enfin tout ça. Donc, vous inquiétez pas, elle va venir, elle est en préparation. Je suis en train de faire les derniers montages au niveau des images. Donc, voilà, ça va venir. Merci la gueuse, merci beaucoup. Oui, une vraie ministre. J'ai un agenda, je vous raconte pas. À tel point que si je note pas dedans, j'oublie ce que j'ai à faire. Hein, Caro en est témoin, hein. J'oublie des choses. Et oui, Dev, elle a des mains d'or, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Enfin voilà, donc notre petit live, nous allons donc parler des corvidés. Donc les corvidés, hein, c'est tout ce qui est corbeau,
les corbeaux noirs, hein, comme les corbeaux freux, les corneilles, pardon, hop là, voilà. Les corbeaux, les corneilles, les geais aussi. Ça, je sais pas. Oh, je suis jamais libre pour toi. Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, Noël. Tu te plains pour rien, hein. Au contraire. Donc, les geais aussi font partie de la même famille que les corbeaux. Vous avez les pilles aussi. Ça, je sais pas si vous saviez que la pille faisait aussi partie de la famille des corbeaux. Et il y a un autre encore, une autre espèce qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle les témias, mais qui sont magnifiques. Voilà, tout ça, ça fait partie de la famille des corvidés. Un peu comme vous avez la famille des psittacidés pour parler des perroquets. Donc, on va un petit peu, quand je vais parler de corbeaux ou de corneilles, c'est beaucoup d'affirmations qui sont valables aussi pour les autres espèces, hein, que ce soit la pie, que ce soit le témia ou que ce soit le geais. Hein. Noël veut que je lui coupe les cheveux. Pourquoi pas? Ah, mais il n'y a pas beaucoup de cheveux à couper chez Noël. Il reste plus grand chose. Enfin voilà. Donc cette famille est considérée donc avec les psittacidés, au même titre que les psittacidés, comme l'une des plus intelligentes au niveau donc, des oiseaux, et même plus intelligente que certains groupes de grands mammifères. Ils sont malins, ils sont ingénieux, ils sont capables de se servir d'outils. Donc on est là sur quelque chose... Bon, ça c'est un petit peu des banalités. Hein. Moi je vais vous... Enfin, il y a beaucoup de choses, je pense que vous savez déjà, hein, toutes ces vidéos qu'on a déjà vu passer. On va en remémorer quelques-unes, juste pour un petit peu se remettre dans le bain, hein, comme on dit. Mais voilà, c'est vraiment, on va dire, là, on va pas voir le b.a.-ba de l'intelligence des oiseaux. On va aller un peu plus loin, on va parler de l'intelligence sociale qu'ont ces oiseaux. Donc, déjà, la question se pose, parce qu'ici, sur cette chaîne, il y a beaucoup d'amoureux des perroquets comme moi. On considère l'espèce des perroquets comme la plus intelligente des oiseaux. D'autres pensent que ce sont les corbeaux. Bonjour imaginaire, bonne année, merci. Ça fait plaisir de te voir sur la chaîne. Donc, je ne sais pas si vous avez vu tourner cette vidéo. Il y a eu à un moment des spécialistes qui ont voulu comparer l'intelligence des perroquets et l'intelligence des corneilles et des corbeaux en leur soumettant les mêmes exercices. Donc je sais que en règle générale, si vous êtes passionné déjà d'oiseaux, vous avez sûrement déjà vu cette vidéo, mais je vous en ai fait un petit résumé. J'ai scindé un petit peu là où c'était un peu long, juste pour vous remémorer et puis voir que corbeau, corneille hein, et perroquet, ça se vaut. Donc là, c'est une vidéo où ils ont mis en... Coucou Bérangère, coucou. Où ils ont mis un petit peu au défi, il y a donc un perroquet, un kakapo d'ailleurs, et une corneille. Donc vous allez voir, je vous ai fait un petit résumé, c'est parti. Kéa contre Corneille. Les règles sont simples, ce cube contient une cacahuète, il faut aller la chercher. De tous les côtés c'est faisable, mais à chaque fois, l'astuce est différente. Comme il fallait s'y attendre, il choisit la ficelle et il tire. Jungle, la petite corneille, opte elle aussi pour la ficelle. Le tube mène à la cacahuète et c'est par là qu'il faut passer. Et il reprend l'avantage. Jungle s'attaque elle aussi au tube qui pointe droit sur les vers. Magnifique. Kermit étudie la situation, puis découvre la porte sur l'un des côtés. Il en faut du courage pour passer la tête là-dedans. Kermit est en tête. Il faut encore que Jungle ouvre la porte, c'est-à-dire qu'elle fasse pivoter le panneau latéralement. Passer la tête par là? Jamais. Et elle y arrive bel et bien sans risquer sa tête. Allons voir du côté de Jungle qui a découvert le trou dans la paroi. Il faut utiliser un bâton. Kermit est toujours à la peine avec son bâton. Pour lui, c'est l'épreuve la plus difficile. Ça coince. Kermit parvient lui aussi à ses fins. Tous deux sont à égalité. Les Einstein de la jante aviaire.
Donc voilà, donc ça c'est vraiment, on résume la vidéo complète, elle fait une quinzaine de minutes. Dave, le tube passe par la cacahuète. Enfin voilà, coucou Caro, en tout cas ça me fait plaisir. Oui, alors ce sont des oiseaux très très malins. Donc là, on a vu des petites choses un petit peu, on va dire classiques, hein, utiliser un bâton pour faire des petites choses là, enfin toutes ces intelligences. Alors il faut vous dire que ça, ce sont, je veux dire, vous n'allez pas prendre un oiseau sauvage, lui présenter ce cube et il va y arriver comme ça du jour au lendemain. Ce sont des petits exercices qu'ils ont déjà entraînés séparément et qu'ils ont déjà eu l'occasion de reproduire pour que ça aille aussi vite. Maintenant voilà, la vidéo elle me fait une quinzaine de minutes, vous aurez les liens dans la description à la fin du live si vous désirez aller voir tous les extraits de vidéos que je vais vous montrer, je vais mettre tous les liens dedans. Donc voilà, si on reste un petit peu aussi donc, dans cette intelligence, on va dire de situation, la corneille ou le corbeau, hein, ils savent très très bien s'adapter à leur environnement et à pouvoir en fait composer un petit peu avec différents éléments, notamment que nous, humains, on met en place. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Vous arrêtez avec les cornichons, vous, là. Caro, toi, tu débarques et tout de suite, c'est la galère. Oui, j'ai eu droit à mes cornichons congelés chez Noël et j'en ai même mangé. Voilà. Enfin, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo avec... de cette vidéo où on voit la corneille qui lance une noix sur un passage piéton. Ok Maléti, je te fais des gros bisous et puis passe une bonne soirée quand même. Hein. Je te fais des bisous. Alors non, imaginez l'histoire des cornichons congelés. Ça c'est un délire, il faut regarder les vidéos de mon voyage en Belgique pour comprendre. C'est enfin voilà, je raconte une anecdote où j'ai mangé des cornichons congelés dans un contexte bien précis et puis ça a été tout un délire pendant tout le voyage. Voilà, si jamais. Oui, la corneille, elle est mieux éduquée que les humains. Elle attend le verre pour passer le passage piéton. C'est exactement ça, Dave. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc c'est vraiment encore une preuve que le corbeau peut même adapter ses techniques selon ce que lui offre son environnement. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. Il ne va pas répéter quelque chose bêtement qu'il aurait appris en forêt, qui ne serait pas, ou qui serait dangereux pour lui dans d'autres circonstances. Oui, ma Geneviève, cornichons de Belgique, exactement. Les cornichons en Belgique, il faut aller regarder. Surtout la dernière, en fait, c'est là où on explique. Les deux dernières. Ouais, non, mais, les deux dernières, elles expliquent bien. Non, la Caron, on va parler de corneille. Les cornichons, c'est fini. D'accord. La volière aux rapaces en France, oui, c'est très impressionnant. Oui, les rapaces aussi sont très doués. Mais les rapaces, ils sont plus dans quelque chose, on va dire, de conditionné, de réflexes conditionnés et qui travaillent vraiment avec la nourriture. On verra que les corneilles, les corbeaux, ils ont une autre forme d'intelligence. Parce que, voilà, on en a vu et revu des vidéos où la corneille, elle va chercher la petite brindille pour chercher le truc, pour chercher le machin. Moi, j'ai vraiment envie d'axer sur d'autres formes d'intelligence. Je vais vous présenter ce qu'on pourrait appeler de l'intelligence sociale ou de l'intelligence cognitive. Comme par exemple, est-ce que vous savez que les corbeaux sont capables de faire des déductions ou qu'ils ont beaucoup de mémoire et qu'ils peuvent transmettre des acquis par apprentissage ou des découvertes qu'ils ont fait à leurs descendants, sans qu'eux-mêmes n'aient eu à être confrontés au problème. Ou aussi, c'est des oiseaux... Ne pleure pas, Caro, c'est pas grave. Oh là là. Pas de cornichons ce soir, pas de cornichons ce soir. Enfin, voilà. Mais aussi, ce sont des oiseaux qui aiment s'amuser. Ils ont besoin tout le temps d'être occupés. Ils sont très curieux et ils ont un vrai esprit de famille. Ça aussi, on va voir qu'ils ont vraiment un esprit de famille très développé. Ils ont une structure sociale assez proche de la nôtre, étonnamment. Enfin, vous verrez. On va d'ailleurs commencer par ça. On va commencer un petit peu par l'esprit de famille. Donc l'esprit de famille chez les corvidés, donc chez les corbeaux, donc il faut déjà dire que les corbeaux vivent en très grande colonie. Ce sont vraiment les oiseaux sociaux par excellence, un peu comme les perroquets. Ils ne supportent pas d'être seuls, ils vivent en compagnie. Mais ils ont une structure au sein même de la colonie vraiment très similaire aux humains. Et je vais même vous faire une petite analogie par rapport à nous avec vraiment des exemples concrets. Donc vous avez au tout premier lieu le couple et le nid. Hein. Donc le couple et le nid, c'est vraiment un territoire très restreint autour duquel se développe la famille. Donc les oisillons qui sont dans le nid, bien sûr, c'est la préoccupation des parents, mais pas seulement. Autour du nid ont le droit de graviter les membres de la famille très proches. Un rhume qui arrive, on dirait? Non, ça va, sans plus. Il faut me dire, Geneviève, pourquoi un rhume? Je ne sais pas. Donc,
quand on parle de famille très proche, ça veut dire qu'en réalité, seuls les enfants des autres nichés, des autres années, ont le droit de s'approcher du nid, car les enfants, ça on le verra un petit peu plus tard pourquoi, mais restent auprès de leurs parents pendant presque 5 ans, même s'ils sont, s'ils sont autonomes, s'ils savent se nourrir. Ah, t'as pas la niflette? Non, j'ai pas la niflette, tout va bien, Geneviève. Enfin voilà, et donc ces enfants-là, ils restent jusqu'à 5 ans, mais jusqu'à l'âge où ils quittent vraiment leurs parents, ils les aident à s'occuper des oisillons, à les nourrir, etc. On pourrait un petit peu ce territoire-là le comparer à la chambre à coucher. Je le fais en tout petit, mais vous allez comprendre pourquoi après. Donc la chambre à coucher des parents qui n'est accessible qu'à leurs autres enfants. Voilà, si on regarde un petit peu dans le site. Ensuite, cet espace autour du nid, donc, on peut l'élargir un tout petit peu. Et dans cet espace-là, serait admis un petit peu, donc pas vraiment proche du nid, mais un tout petit peu autour, la famille proche type les oncles, les tantes, les grands-parents, enfin, ou les parents du couple, hein, les frères et sœurs du couple et les parents du couple. Eux, ils sont admis plus proches. C'est un petit peu chez nous, comme on pourrait dire, notre maison, où on accueille vraiment notre famille avec plaisir, mais qu'il n'y a pas plus que d'autres qui peuvent rentrer. Par contre, grands-parents et frères et sœurs ne rentrent pas dans votre chambre. Voilà. Et ensuite, vous avez une autre zone que l'on pourrait simuler un petit peu à un quartier. Ça veut dire où vous avez les voisins. Les autres structures familiales qui sont vos voisins, qui sont admis à venir un peu plus proche de chez vous et il y a des zones neutres entre chaque petite maison, si vous voulez, pour pouvoir faire des échanges comme vous feriez un barbecue avec votre voisin, mais vous ne le laisseriez pas forcément rentrer chez vous, ni encore moins aller dans votre chambre. Et puis, pour terminer, la colonie en elle-même, elle représenterait la ville complète, où quelqu'un d'une autre ville ne serait pas le bienvenu dans la ville, on peut se voir dans des zones neutres, et que certains quartiers, ne seraient pas forcément admis dans d'autres quartiers. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se fait, que ça se fait chez les corbeaux. Bah oui, on voit plus ta tête, c'est normal, Geneviève. Je mets des photos, c'est normal qu'à un moment on voie plus ma tête. Réfléchis. Oui, alors oui, ils choisissent leurs voisins, ils se mettent pas forcément à côté de n'importe qui. Plus, en fait, ils vont tenter d'être de plus en plus proche de quelqu'un de la famille. Oncle, tante éloignée, des grands-parents, des cousins. Enfin, plus on s'éloignera du nid, moins il y aura de liens de parenté entre eux. Ils essayent vraiment toujours de rester en famille. Donc après, bien sûr, il y a des territoires neutres où ils se retrouvent, bien sûr, parce que quand ils vont former des couples, d'autres couples avec, quand les enfants quitteront le nid, donc à ce moment-là, ils vont former d'autres couples. Hein, et donc, ils vont recréer un autre nid et un autre quartier, une autre maison, un autre quartier, etc. Alors, la grandeur d'un... Alors, en fait... En règle générale, ils ont comme ça 2-3 arbres où il y a toute la colonie. Mais s'ils sont dérangés, c'est pour ça qu'ils n'ont pas un territoire vraiment très défini au niveau... C'est l'arbre, si tu veux. Après, dans un champ, dans un truc, c'est vraiment des territoires plutôt neutres. C'est moi, je ne dois plus être toute maquillée. Oui, mais je ne peux pas non plus me mettre à travers les photos. Hein, c'est pas non plus possible. Enfin voilà, et on est vraiment sur... un système qui est très proche des humains. On peut pas forcément après... Par contre, ah oui, ce qui est assez étonnant, imaginons qu'il y a une colonie qui colonise 2-3 arbres et qu'il y a vraiment un danger, un prédateur qui est un mort dans la colonie, ils vont déménager. Toute la colonie va déménager parce qu'ils estiment qu'il y a un danger. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Et aussi, ils ont remarqué que même de familles mais très éloignées, les corbeaux arrivent à se reconnaître, à savoir qu'ils sont de la même famille. Comme par exemple un arrière-petit cousin saura reconnaître un autre arrière-petit cousin. Et c'est plutôt une exception chez les oiseaux parce que au niveau des perroquets par exemple, alors ils peuvent reconnaître qu'ils se connaissent, mais un frère et une sœur pourraient former un couple et se reproduire. Ce qui ne se passe pas chez les corbeaux, frères et sœurs, ils savent qu'ils sont frères et sœurs et ils ne vont pas se reproduire. Voilà, ce qui est quelque chose quand même d'assez exceptionnel chez les animaux. En règle générale... tout ce qui est de l'inceste ne les dérange pas tant que ça. Alors que chez les corbeaux, non. Famille, c'est famille. Comme s'ils avaient compris le mélange des gènes. C'est assez rigolo. Est-ce que déjà vous avez des petites questions sur cette première petite partie?
Ah non, alors je parle de colonies... non, alors je parle pas en période de nichée, non. Ça c'est clair qu'en période de nichée, non, ils vont pas déménager comme ça. Mais dès le moment où ils estiment qu'un territoire n'est plus sûr, la colonie déménage. Et ils refont des nids ailleurs, etc. Non, bien sûr qu'au printemps, en période dénichée, ils vont pas bouger tout de suite. Ils vont attendre que les petits puissent au moins se déplacer. Ça, je suis là. Oui, oui, pardon, j'aurais dû le préciser, Nanou. Oui, souvent quand tu vois... Alors, ça c'est encore... Alors, ça peut être une famille sur les toits, mais est-ce qu'il y avait un nid sur ton toit? Parce que dans la journée, et ça on y reviendra un petit peu, on va parler un peu des jeunes, hein, comment est-ce qu'ils viennent, parce que on voit qu'ils restent jusqu'à l'âge de 5, à peu près jusqu'à 5-6 ans, en présence de leurs parents, autour du nid des parents, mais en fait, la journée, les jeunes se retrouvent entre eux et forment un petit peu des gangs de corbeaux, des gangs de jeunes. Donc peut-être, si tu en as vu plein sur un toit, c'était peut-être juste un gang de jeunes corbeaux qui étaient là pour faire un petit peu leur débilité, avant de repartir le soir auprès de leurs parents. Les dégénérescences en sont des petits en inceste. Bah non, bah justement. Oui, le problème, ça c'est quelque chose qu'on voit surtout dans les élevages de perroquets ou même d'autres oiseaux. Hein. Il faut à tout prix éviter la consanguinité. Il faut éviter, mais par exemple, une calopsite ou un rose albin comme moi j'ai, s'il a décidé qu'il voulait se reproduire avec sa sœur, il le fera. C'est à nous, humains, d'empêcher ça. Mais par contre, les corbeaux, eux, ils le savent. Et jamais un corbeau... Oui, genre tu fais le mur ce soir. C'est un peu ça, sauf que c'est la journée. Le soir, ils rentrent toujours. Le soir, ils rentrent toujours. Mais tu sais, des fois, Geneviève, ils peuvent parcourir des kilomètres et des kilomètres hein, pour aller après rejoindre leur colonie. Oui, oui, non, c'est clair que nous, en tout cas, en tant qu'humains, si on fait de l'élevage, il faut éviter absolument de mettre ensemble un frère et une sœur. Ça, c'est clair et net. Mais dans la nature, personne n'est là pour les empêcher. Ah, bien sûr, mais oui, Geneviève, les oies, bah, des corbeaux, ça peut voler des dizaines et des dizaines de kilomètres. Hein. Je suis sûre qu'il y a au moins une forêt, peut-être, on va dire, à 5-7 kilomètres autour de chez toi. Il y a peut-être une forêt où il y aurait des corbeaux et des colonies de corbeaux. Tu sais, des fois, il suffit juste de 2 arbres et puis plein de champs, et puis ils vont élire résidence dans les 2 arbres. Oui, ils sont très proches des humains, beaucoup. Vraiment sur plein de points, vous allez voir, plein de points. Ils ont... Je vais même vous montrer qu'ils ont de la morale. Pour vous dire, un oiseau qui a de la morale, vous y croyez ça? Enfin voilà. Il y a un nid de pies, elles viennent souvent sur mon balcon manger des graines. Oui, bah les pies font partie de la même famille. Et d'ailleurs, elles sont aussi très très intelligentes. Si elles viennent souvent sur ton balcon, il y a même moyen de les apprivoiser et de leur apprendre des tours. Tu peux très bien essayer de leur apprendre à aller attraper de la nourriture un peu cachée ou ce genre de choses-là. Les pies sont comme les corbeaux aussi très apprivoisables et puis très curieuses, très malines. Ça fait partie de la même famille. Donc, on va parler maintenant de la transmission, parce qu'on parle de quelque chose d'humain. En tout cas, nous, en tant qu'être humain, quand on apprend quelque chose, on a envie de le transmettre à la génération suivante. C'est comme ça qu'on a avancé sur différentes formes de technologie, etc., etc. Des choses qui se sont transmises, on va dire, de génération en génération. Et ils ont découvert que les corbeaux aussi apprenaient et transmettaient leur savoir à la génération suivante. Donc... comme la plupart d'entre vous le savent et qu'on a vu, hein, les corbeaux savent se servir d'outils, hein, de prendre une brindille, d'aller chercher quelque chose, etc., pour aller chercher la nourriture inaccessible. Et par exemple, s'il y a le corbeau calédonien, alors lui, ce qu'il sait faire, il prend des feuilles de palmier ou un petit aloe vera, vous savez, avec des petits piquants sur les côtés, et il va découper en fait et façonner cette feuille pour créer un petit harpon pour aller chercher... par exemple, pour aller chercher de la nourriture dans un tronc d'arbre. Regardez. Donc là, on voit bien, il est en train de choisir sa feuille avec les pics. Bon, désolé, c'est pas moi qui ai filmé, mais celui qui a filmé là. Et voilà, il l'a façonné, il l'a découpé. Et là, il va fouiller. Et puis, grâce aux petits harpons, aux petits piquants qui sont sur la feuille, s'il y a un verre, eh ben, il va s'y accrocher. Tout simplement. Donc ça, c'est un outil hein, qu'ils fabriquent. Parce que, bien sûr, ils n'ont pas juste pris une brindille qu'ils ont trouvée. Ils ont découpé la feuille pour arriver à leur fin. Et aussi, alors ça c'est sympa, je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. Ouais, c'est mieux que les humains, ouais, ils ont la morale mieux que les humains, mais pas forcément moins bien, non, ça c'est sûr. Non, non. Ouais, peut-être même mieux. On ferait mieux d'être des corbeaux, moi je vous dis. Hein. Mais regardez là aussi, alors ça a été fait en laboratoire, mais ce comportement a déjà été observé dans la nature. La manière dont ils sont capables de créer leur outil pour arriver à leur fin. Là, ce qui va se passer,
En fait, c'est que avec la barre droite, elle n'arrivait pas à attraper le truc. Donc, elle plie, la corneille a plié sa petite tige pour en faire un crochet pour arriver à tirer sa nourriture dehors. Alors qu'on lui avait donné une tige droite. Donc ça aussi, c'est une preuve qu'ils savent fabriquer des outils. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, comment on sait qu'ils le transmettent à leurs descendants ou à leurs proches? C'est que des oiseaux qui n'avaient jamais fait ça avant, n'avaient jamais appris l'exercice, que des oiseaux que l'être humain avait pris sans jamais apprendre l'exercice, le faisaient déjà d'eux-mêmes. Première chose. Mais aussi, on s'est rendu compte que dans une même colonie, parce qu'ils les fabriquent aussi en nature, ce genre d'objets, et en plus de ça, ils sont capables de les garder de côté pour les réutiliser une prochaine fois. Ils les cachent, ils ont des petites cachettes où ils cachent leurs outils pour que la prochaine fois, ils n'aient pas besoin d'en fabriquer un, mais qu'ils puissent aller le récupérer et le réutiliser. Donc, je vous dis, ils sont dingues, ces oiseaux. Donc, ils ont remarqué que chaque colonie avait sa technique de construction. C'est-à-dire qu'au sein d'une même colonie, tous les crochets ou toutes les feuilles façonnées seront faites de la même manière, mais que la colonie d'à côté, elle, aura aussi façonné sa feuille, mais un peu différemment. Puis que dans cette deuxième colonie, toutes ces différences-là, elles se retrouvent sur tous les objets. Enfin, c'est vraiment assez fascinant de se dire que c'est un petit peu comme une technique, on va dire, je sais pas, de poterie qui serait typique d'une ville, et puis que dans une autre ville, c'est une autre technique de poterie, mais qu'au final, toutes les deux villes font de la poterie. Vous voyez ? C'est un petit peu, un petit peu cette même analogie. À chaque famille, une marque de fabrication. Oui, c'est exactement ça. Exactement ça. Chaque colonie a un petit peu sa marque de fabrique. Et donc, ça prouve bien que pour que tous les oiseaux de la colonie fassent la chose de la même manière, c'est qu'ils se sont bien transmis l'information. Tout simplement. Ensuite, il y a une autre forme de transmission. C'est la transmission du danger. La transmission du prédateur. Ah oui, non, mais c'est clair que c'est pas la taille du cerveau. Quand on dit cervelle d'oiseau, moi je vous dis, soyez flattés. Si on vous dit que vous avez une cervelle d'oiseau, soyez flattés. Désolée, je bois un peu. Pour parler un petit peu de cette deuxième partie de la transmission. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que y a des chercheurs qui ont sélectionné plusieurs couples de corbeaux, un petit peu partout à différents endroits, qui étaient ennichés, qui avaient des petits, qui étaient sur le point d'éclore, etc. Donc ils les ont capturés, ils les ont bagués et ils les ont relâchés. Mais ce qu'ils ont fait de spécial, c'est que pour cet exercice, ils se sont mis un masque. Pour pas que les oiseaux voient leur vrai visage. Encore du jus de cornichon, c'est pas du jus de cornichon, mais ça pourrait. Enfin, et donc ils se sont mis un masque, ils ont capturé ces oiseaux, ils les ont bagués et ils les ont relâchés. Alors bien sûr, ça a été pour les oiseaux une mauvaise aventure, on va dire. Et à chaque fois qu'il repassait sous l'arbre où nichait ce couple avec son masque, bien sûr, le couple commençait à lancer des cris d'appel. Mais ce qui se passait, c'est que chaque jour, il y avait un peu plus de corbeaux qui lançaient le cri d'appel en voyant le masque. Et à même certains moments, en arrivant en face de la colonie, et même pas encore au niveau du nid des parents, mais vraiment au début de la colonie, là où il y a les guetteurs déjà lançaient des cris d'appel. Comme quoi, ils se sont transmis l'information déjà entre adultes que ce masque, ce visage, était signe de danger. Donc déjà, c'est une première forme de transmission. Les pistes d'aéroport sont nettoyées, aspirées tous les jours pour enlever les noix que les oiseaux laissent tomber et manger à l'intérieur et ça finit dans un recteur pas bien. Oui, exactement. Comme on a vu tout à l'heure, cette corneille qui lâchait sa noix sur un passage piéton pour se la faire ouvrir par une voiture. Bien sûr, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et puis bien sûr, sur un tarmac, il y a moins de circulation que sur une route, alors elles ont bien raison. Enfin voilà, donc à chaque fois qu'ils arrivaient, plus ils arrivaient avant, vraiment c'était proche du nid et plus dans les jours et les jours qui suivaient, les cris d'alerte des corbeaux se déclenchaient plus tôt. Donc là, on voit bien que déjà les adultes sont au courant. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que les petits, bien sûr, ont grandi et ils ont toujours fait très attention de ne jamais montrer le masque aux petits. Dès le moment où ils arrivaient auprès du nid, ils enlevaient le masque et les petits, même en grandissant, n'ont jamais vu ce masque. Oui, Théo. J'espère qu'il ne vous a pas trop cassé les oreilles. Enfin, mais le plus impressionnant, c'est que ces petits n'ayant jamais vu ce masque, quand ils l'ont vu pour la première fois, alors qu'ils étaient adultes, qu'ils avaient quitté le nid, etc., ils l'ont vu pour la première fois et ils se sont mis à lancer des cris d'alerte. C'est quand même assez dingue que les parents ont transmis la peur de ce fameux masque alors que les petits ne l'avaient jamais vu. Si ça, c'est pas de la transmission,
Oui, je suis désolée, de temps en temps, il fait ses petits cris, mon Théo. Je suis désolée s'il vous a fait sursauter. Enfin voilà, donc là, c'est encore une fois, c'est comme des enfants, hein. Je sais pas, on va en cours, on n'a jamais vu un lion de sa vie, on me dit, les lions, c'est dangereux. Faut pas s'approcher d'un lion, c'est dangereux. Et puis la première fois qu'on verra un lion vrai, ben on aura peur. Parce qu'on nous avait dit que c'était dangereux. Là, c'est exactement ce qu'ils ont eu. Comme si, voilà, leurs parents leur avaient dit, ça, c'est dangereux. Et ils l'avaient jamais vu. Et voilà. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça dingue. Moi, je trouve ça juste hallucinant. Bien sûr, hein, je vais vous mettre tous les liens dans la description de plein de vidéos où il y a toutes ces expériences, beaucoup plus détaillées, bien mieux expliquées. Hein. Enfin, voilà. Ouais, c'est incroyable. Quand je vous dis que ils sont très humains. Bien plus, hein. Je veux dire, pendant très longtemps, le corbeau, il a été persécuté, oiseau de malheur, oiseau de... Enfin, toujours des mauvaises significations. Mais moi, je trouve que c'est peut-être qu'il était trop proche. Non, Théo, tu baisses le son. Tu cries pas, mon bébé. Il est en train de jouer, en fait. Il est juste en train de jouer, c'est pour ça. Enfin, voilà. Pour moi, je trouve que c'est peut-être parce que, justement, ils étaient tellement intelligents qu'ils suscitaient plus la peur. Et c'est pour ça qu'ils ont été à ce point-là... à ce point-là, enfin, décimés, décriés, détestés, etc. Mais vous allez voir qu'il y a encore plein de bonnes choses à apprendre sur les corbeaux. C'est pas fini. Hein. Je vous dis, j'ai fait des découvertes de dingue. Je vois plus avec des rapaces ou des choucas. Ils me disent où sont les vents chauds. Bah oui, c'est clair que quand tu sais interpréter le vol d'un oiseau, toi qui fais du parapente imaginaire, c'est clair que ça aide. Théo, tu te calmes. Ah mon bébé, tu te calmes. Ça aide après à savoir toi ce que tu as à faire. Ils sont bien plus sensibles et bien plus intelligents sur ces choses-là. Enfin voilà. Donc, ce sont des oiseaux. On vient de voir que les corbeaux sont des oiseaux sociaux, voire même super sociaux. Mais ça ne s'arrête pas là. Les corbeaux, bien plus que n'importe quelle autre espèce d'oiseau, sont capables d'empathie. C'est-à-dire de se mettre à la place de l'autre et d'avoir des fois de la peine ou avoir vraiment quelque chose d'empathique envers les autres. Et ça, pas que envers les membres de son propre groupe. Il peut avoir de l'empathie envers même une autre espèce animale. Ce qui est encore plus dingue que la plupart des autres espèces. Non, Théo, mais ça suffit. T'arrêtes de faire peur aux gens avec tes cris. Alors, pour vous dire par exemple, lorsqu'il y a une bagarre de corbeaux, hein, non, il démonte pas la cage, il joue, il se met la tête en bas, il fait le fou, quoi. Parce qu'il veut attirer mon attention, parce que moi, je suis en train de vous parler à vous, et puis pas à lui. C'est comme ça. Enfin bref, donc imaginons, il y a une bagarre de corbeaux, et bien on verra très souvent le perdant se faire entourer par les autres membres de sa famille ou de son groupe pour un peu, on ne peut pas dire le réconforter, mais il lui démontre des signes d'affection, des frottages de tête, enfin voilà, des signes, comme on peut connaître les signes d'affection des oiseaux, hein, c'est quand ils viennent se frotter ou donner des petits coups de bec comme ça, etc. Prête-le-moi cet été, il fera un long vol avec moi. Ouais, après j'espère, je sais pas s'il reviendrait, hein, s'il part avec toi voler, je sais pas s'il reviendrait. Oui, il veut participer à la conversation, c'est exactement ça. Donc pour vous dire déjà, ça c'est un premier signe d'empathie. Ou alors aussi, par exemple, quand il y a un membre de la colonie qui décède, alors bien sûr, il y a déjà une évaluation de la situation, savoir si c'est un décès, on va dire, dû à un prédateur, qu'il faut quitter les lieux ou comme ça, ou si c'est un décès dû à une maladie. Mais en règle générale, s'il n'y a pas de danger immédiat, les corbeaux vont rester plusieurs heures auprès du corps de l'oiseau décédé pour vraiment un peu, comme un peu des funérailles. Après ça c'est de l'anthropomorphisme, hein, on ne peut pas dire que ce soit vraiment des funérailles, mais ça y ressemble. Vraiment il y a quelque chose de très empathique. Mais comme je vous ai dit, c'est Tony le gros bec, il attend les instructions de la Mama Bisou, c'est exactement ça. Ah oui, quand on était chez Dev, oula, pourquoi c'est flou? Ah voilà, c'est mieux. Chez Dev, c'était... oui, c'est un peu comme les éléphants. C'est exactement ça. Par contre, je sais que les éléphants reviennent chaque année sur les lieux et puis ils arrivent à reconnaître le lieu où un de leurs congénères est décédé, ce qui n'a pas été observé chez les corbeaux. Par contre, ils savent très bien que s'il y en a un qui est mort là-bas parce que c'est dangereux, qu'il ne faut plus retourner là-bas et ils n'y retournent jamais. Ça, ils le savent. Mais comme je disais, les corbeaux, ils sont empathiques aussi envers d'autres espèces d'animaux.
dites-moi si vous avez déjà vu cette vidéo, elle a fait le tour du web. Mais je vais quand même vous la remettre après, hein, mais de cette vidéo où une corneille partage son repas avec une souris. Est-ce que vous l'avez vue cette vidéo? Dites-moi. Parce que moi je sais qu'elle avait fait le tour du web, qu'on l'avait même partagée. Ah non, tu l'avais pas vue celle-là? Bon alors c'est une vidéo qui dure quand même bien 5-6 minutes. Mais je vous l'ai un petit peu raccourcie, un petit peu mise en vitesse un petit peu plus rapide. Vous l'avez pas vue? Ah bah, ça tombe bien que je l'ai téléchargée alors que je puisse vous la montrer. Alors, tac, elle est là. Alors profitez, bon, ça dure pas très long. Vous avez vu? C'est juste un truc de dingue. La souris est venue, elle n'a pas osé aller piquer un morceau à la corneille. Et la corneille, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été déposer un petit morceau de pain là où était cachée la souris. Si ça, c'est pas une preuve d'empathie, je trouve ça juste dingue. Elle avait assez pour elle. Elle a voulu partager. C'est juste trop mignon. Oui, c'est chou. Franchement, ou même d'une autre colonie. Pourquoi j'ai plus de flux? Qu'est-ce qui se passe? Ça a bugué? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, ça n'a pas bugué. Je sais pas. J'ai cru que j'avais un bug. Excusez-moi. Donc voilà. Pour dire... ah, il y a eu un freeze. Ok. Ouais. Je me disais bien qu'il y a eu quelque chose. Enfin voilà. Mais pour dire que là, c'est vraiment en plus une totalement autre espèce. C'est même pas quelqu'un de la même espèce, ni même un autre corvidé, ni même un autre oiseau. C'est une souris. Qu'est-ce qu'une corneille a à voir avec une souris? Je veux dire, c'est juste dingue. Enfin, moi, je trouve ça juste énorme, quoi. Juste énorme. Mais il y a d'autres choses aussi qui sont hyper importantes. Les corneilles et les corbeaux, etc., ils sont capables de patience. Je sais pas, vous, si vous avez déjà essayé de faire patienter, pour ceux qui ont des oiseaux ou même n'importe quel autre animal, hein, à part avec certains chiens qu'on arrive à faire attendre avant qu'ils te dévorent n'importe quoi, mais dès que tu as le dos tourné, ils vont te dévorer leurs friandises. Ils sont capables de patience et ils ont compris que certaines choses, s'ils étaient patients, s'ils attendaient un peu, pouvaient leur rapporter de meilleures choses. En fait, ils ont vu dans les comportements, etc., qu'ils étaient capables, par exemple, d'échanger une noix ou un autre aliment, un bout de pain, ou enfin des choses comme ça, contre une autre nourriture plus goûtue s'ils attendaient. Donc, par exemple, ils se disent, voilà, ils font des échanges et du troc entre eux. Par exemple, ils échangent quelques noix contre un verre, parce qu'ils vont préférer le verre. Oui, bon, Gecko, c'est vrai que c'est un peu plus patient, hein. Mais voilà, ils savent par exemple, et puis la corneille qui a, elle, un verre, mais qui préfère les noix, elle sera d'accord d'échanger pour avoir son noix. Mais ils ont aussi un système un petit peu économique, où ils ont déjà vu des échanges entre corneilles, entre de la nourriture et des matériaux de construction pour les nids. Encore un bug, mince. Ça, je ne l'ai pas vu venir, celui-là. Donc, en gros, il y a vraiment un échange qui se font. Donc là, vraiment quelque chose d'économique. Hein. La corneille va chercher de la nourriture, quelque chose à échanger, et va aller voir quelqu'un qui aurait fait un outil ou qui aurait un matériel de construction qui intéresserait, et il ferait un échange. Ils ont observé ce genre de comportement en direct. C'est un truc de dingue. C'est un truc de malade. Moi, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça, quand j'ai lu ça et que j'ai un petit peu vu deux noix contre un outil, alors ça, je sais pas. Je peux pas te dire quel est le taux. Je sais pas du tout quel est le taux ni quelle est la valeur économique d'une branche par rapport à une noix. Hein, ça, on connaît pas encore la bourse des corneilles. Hein, peut-être qu'un jour, hein, il y aura la bourse des corneilles et qu'on saura que vaut quoi. Ça s'en va et ça revient. Vous me dites, les amis, qu'est-ce que je vais devoir faire? Aïe, 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 analytique, qu'est-ce qu'ils me disent? Ouais, j'ai des petits trous là. J'ai des petits trous.
J'espère que ça va aller. Vous me dites si ça continue à faire beaucoup de bugs. Non, ils n'ont pas encore le Nasdaq. Ils n'ont pas encore le Nasdaq, mais je trouve extraordinaire de se dire qu'ils ont compris le troc. Mais ils ont aussi compris l'attente. Dans le sens qu'ils ont remarqué en laboratoire, hein, par contre, ils ont remarqué en laboratoire que, par exemple, s'ils donnent une friandise, un bout de pain ou un bout de viande à un oiseau, et que si dans l'exercice, il sait qu'en attendant, il va, ou alors en sacrifiant cette chose-là, ça va leur donner quelque chose de meilleur, ils vont le faire. Par exemple, imaginons, il y a un verre de farine, ils adorent les verres de farine, et de l'autre côté, il y a un morceau de viande. Pour pouvoir avoir le morceau de viande, ils doivent, je ne sais pas, faire tomber le verre de farine sur une bascule pour pouvoir libérer le morceau de viande. Donc ils perdent le verre de farine, mais ils vont avoir le morceau de viande. Et bien ils vont le faire, ils vont sacrifier leur verre de farine pour avoir le morceau de viande. Ils font des outils que l'être humain faisait à l'âge de pierre, dans 10 millions d'années, ils vont nous faire un ordinateur. Mais peut-être, qui sait. Mais oui, donc en gros, il est capable de patience, il est capable de comprendre qu'en sacrifiant quelque chose, il aura quelque chose de meilleur. Alors moi, une des deux, j'ai pensé le corbeau paysan bientôt. J'espère un jour un corbeau m'apporter un sac de noix en échange de ma visseuse sans fil. Ce jour-là, je filme. C'est clair, pourquoi pas, qui sait. Non mais vous voyez, on peut se dire, si vraiment on laisse, si nous on n'était pas là pour un peu, parce que non seulement, alors il y a deux choses, nous on facilite et on détruit l'habitat du corbeau. Dans le sens qu'on le facilite parce que grâce à nos décharges, grâce à nos poubelles, ils n'ont pas besoin de trop réfléchir pour se nourrir. Puis on le détruit parce que nous, on a nos champs, on a tout ça qui prennent la place sur l'habitat du corbeau. Mais si nous, on n'avait pas été là, qu'est-ce qui nous dit pas que d'ici quelques milliers d'années, ou on ne sait pas, hein, ils aient appris l'agriculture, qui savent qu'en plantant une noix, ils vont avoir un truc qui va pousser et leur donner d'autres noix. Je sais pas, pourquoi pas. Moi j'extrapole, hein, je me dis, il est mignon mon petit corbeau paysan. Enfin voilà. C'est voilà, comme quoi ils sont vraiment capables de patience, d'échange. Enfin, c'est juste, moi je trouve. On en a. Enfin voilà, quand je vous parlais d'intelligence sociale, hein, justement, moi je veux pas juste qu'on s'arrête à je prends un petit bâton et je fais tomber ma noix. Non, on va aller bien plus loin. On va aller plus loin. Bon, voilà, jusque-là. Vous en voulez encore? Vous en voulez encore? J'en ai encore un petit peu sous le coude. Hein. J'essaierai de filmer un vol en suivant les oiseaux. Je leur donne des graines s'ils me montrent les bons vents. Mais écoute, c'est bien. Mais franchement, imagine certains oiseaux qui comprendraient que s'ils t'emmènent au bon endroit, ils ont une récompense. Ils sont pas plus bêtes les uns que les autres. Ils peuvent. Enfin, il y en a beaucoup qui arrivent à comprendre une action, si elle est bien faite, peut donner une récompense. On fait ça avec nos oiseaux tous les jours. Moi, avec Théo, je veux dire, c'est tous les jours. T'es gentil, tu fais quelque chose que j'apprécie, t'es récompensé, que ce soit avec une friandise ou que ce soit avec des câlins, des papouilles et puis tout ça. Mais ouais, l'homme détruit, les animaux sont plus intelligents. Bah, les animaux savent mieux composer que la nature. L'homme a dû tout faire. Je veux dire, on a des trucs en briques, on a des maisons, on a des machins, on a des trucs. On peut pas juste composer avec la nature qui nous entoure. Non, on est plus. De toute façon, on ne serait plus capable. À l'heure actuelle, on n'est absolument plus capable de ça. Bon, j'en ai encore un petit peu sous le coude. J'ai encore 4 mini-chapitres. J'ai encore 4 mini-chapitres. Alors, un autre signe d'intelligence, hein, qu'on peut dire que aussi c'est pour ça que les perroquets ou que les corbeaux sont intelligents, c'est que ce sont des oiseaux qui ont le jeu dans le sang. Le jeu dans le sang. Dans le sens que, comme les perroquets, hein, qui ont tout le temps besoin de s'occuper, d'être justement stimulés, etc. Ouais, Dark Vador fait son retour. Ça, c'est clair. Dans quelques années, ce sera comme les films La planète des singes avec des corbeaux. Ça peut, mais je pense pas, parce que l'être humain ne laissera jamais les corbeaux aller aussi loin. On est bien d'accord. Hélas. Enfin voilà, donc les corbeaux, ils ont besoin de s'occuper. Surtout que depuis, justement, comme je le disais, grâce au côté opportuniste, hein, du corbeau et à nos décharges, l'approvisionnement de nourriture n'occupe pas forcément tout son temps dans la journée. Ils ont besoin de s'amuser et la moindre occasion est la bonne. Ils sont très curieux, ils s'amusent d'à rien. J'ai même, vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu celle-là, mais je vous ai préparé une vidéo d'un corbeau qui fait de la luge. Alors non, oui, ils aiment jouer entre eux ou ils aiment s'occuper, mais certains oiseaux n'arrivent pas
comment dire, les corbeaux, dans leur manière de jouer, ils arrivent à jouer avec des objets du quotidien comme nous. Je veux dire, vous allez voir, là j'ai un corbeau qui fait de la luge sur une soucoupe. Alors vous allez voir, c'est mort de rire, il s'amuse vraiment bien. Mais ce qui est rigolo encore par-dessus ça, c'est que vous verrez, regardez vraiment bien à la fin de la vidéo quand il s'envole en gardant la soucoupe dans le bec, dans le but donc de la réutiliser et donc de rejouer. Alors je vous la montre, elle est extrêmement drôle. With the storm. Swiftly. What? Mais comme il s'amuse, il est tout content. Et il essaye un autre pan. Il essaye un autre pan, mais ça glisse moins bien. Il n'est pas content, ça glisse pas. Alors il se met de l'autre côté et ça glisse super bien. Puis il est tout content. Enfin voilà, puis apparemment j'ai coupé la fin. Mais à la fin, il se renvole avec sa petite soucoupe là, il se renvole avec son petit machin. Il veut surtout pas la laisser sur place, hein, parce qu'il veut s'amuser. Voilà, donc je sais pas si vous l'aviez vu, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement mordant. Puis il y a d'autres vidéos où vous voyez des corbeaux qui s'amusent avec un bout de plastique, avec des cintres, avec... voilà, vous les aurez en description, hein, tous ces liens où vous verrez, il y a plein de vidéos. Enfin voilà, mais ça, j'ai trouvé ça trop drôle. Enfin voilà, et puis, toujours un petit peu dans cet amusement et autres, hein. Ouais, un bouchon de boîte de Pringles comme luge, exactement. Exactement. Mais vous voyez, en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il essaye un autre pan, mais comme ça glisse pas, il est pas content, il retourne sur le pan où ça glisse. Ah bah, pars et reviens, ma douce. Mais oui, tu fais juste une réactualisation si tu veux recaler le son et l'image, il n'y a pas de souci. Enfin voilà, mais aussi, donc, aussi un autre truc, hein, quand on parle de jeux, d'amusement, etc., ils s'amusent beaucoup, les corbeaux, à imiter la voix humaine. Est-ce que vous saviez, dites-moi franchement, hein, est-ce que vous le saviez que les corbeaux, les pies, les geais, enfin toute cette famille d'oiseaux sont capables de parler, comme les perroquets? Un jour, je me suis fait arnaquer au bonneto par une pie, j'aurais dû me méfier. Bah oui, t'aurais dû te méfier. Ah, est-ce que vous avez déjà entendu un corbeau parler? Est-ce que vous le saviez? Ça parlait peut-être pas aussi bien qu'un gris du Gabon, on est d'accord, hein, mais ça peut parler bien comme un moyen perroquet, on va dire. Est-ce que vous le saviez? Dites-moi. Alors, imaginez, c'est une grande... comment dire? Alors oui, reproduire des sons. Reproduire des sons, ça c'est oui. Mais moi, j'estime que nos perroquets sont capables de parler parce qu'on peut avoir un dialogue avec eux. Alors bien sûr, ils vont pas nous expliquer le fin fond de leurs émotions. Mais le langage, c'est quoi? C'est arriver à transmettre. Je veux dire, pour moi, quand mon perroquet me fait le bon son pour que moi, j'effectue la bonne action à son égard, pour moi, c'est qu'il me parle. Quand il vient vers moi, qu'il se met sur l'épaule, qu'il me fait bisous, bisous, qu'il me colle, et que si je réagis pas, il recommence en disant bisous, bisous, et qu'il me colle sa tête sur ma bouche, ça veut bien dire qu'il a compris que ce son, bisous, veut dire l'action de lui faire un bisou. Pour moi, c'est qu'il m'a parlé, il m'a demandé un bisou. Ou alors, par exemple, moi, à chaque fois quand je pars au travail le matin, ou même que je vais me coucher, des moments où je quitte la pièce pour une longue période, que ce soit pour le travail ou pour aller dormir, j'ai toujours la même voix, je fais ciao, ciao, mon Théo, ciao, ciao. Et à force, maintenant, quand il me voit juste me préparer ou mettre juste ma veste, là, lui, il me fait ciao, ciao. C'est lui qui le dit, avant de me le dire à moi. Ou alors aussi, le soir, quand je vais faire son petit bisou bonne nuit, je lui dis bisou bonne nuit, bisou bonne nuit. Au moment où je sors de sa cage, il me fait ciao, ciao. Donc pour moi, il sait parler parce qu'il sait associer des sons ou répéter des sons qu'il a entendus dans des actions bien précises pour que je comprenne quelque chose. C'est pour ça que je dis, ils font pas que répéter les perroquets. Beaucoup. Bah, je veux dire, quand un gris du Gabon te débite tout ce qu'il sait dire, c'est beaucoup de la répétition parce que voilà, il répète juste des sons pour essayer d'attirer ton attention. Mais il y a des moments où, bah, par exemple, tout simplement, l'autre jour, j'ai un aspirateur robot. Pour vous dire à quel point ils savent faire correspondre une situation avec un mot.
j'étais posée sur mon canapé, puis j'ai un aspirateur robot. Et l'aspirateur robot, il passe sous le canapé. J'avais Théo qui était à côté de moi, hein, qui jouait. Et au moment, il regarde l'aspirateur comme ça, passer sous le canapé, et il fait ciao, ciao. Puis à un moment, il ressort l'aspirateur, donc ressort de sous le canapé. Et là, Théo, il regarde l'aspirateur, il fait coucou mon bébé. Pour moi, c'est qu'il a compris. Pour moi, c'est qu'il parle à l'aspirateur. Il lui a dit au revoir, il lui a dit bonjour. Donc après, est-ce qu'on peut vraiment parler que c'est de la simple répétition? Je suis pas sûre. Et d'ailleurs, là, vous allez voir que l'oiseau qui parle, la petite vidéo que j'ai prise, il comprend ce qu'on lui dit. Je veux dire, tout le monde a vu ces images de perroquet où la nana, elle dit « fais le cochon » et puis au lieu de répéter juste le mot « cochon », il fait le bruit du cochon. C'est qu'il a donc compris ce qu'on lui demandait et donc qu'il a répondu à une demande. Donc pour moi, c'est du dialogue. Enfin voilà. Après, chacun son avis là-dessus. Hein. Moi, je donne que le mien. Hein. Moi, je suis absolument pas spécialiste de rien du tout. Hein. Un son, un bruit, une mélodie et une action. Mais alors, c'est quoi pour toi parler? Si c'est pas émettre... Enfin... Ah ouais. Alors, au lieu de parler, on peut dire communiquer verbalement. Ou communiquer avec des sonorités. Parce que bah, moi, j'ai l'impression que c'est ce que je fais. Hein. J'associe un bruit à un son pour faire une action. Mais oui. Donc, le corbeau qui parle, on peut le dire comme ça, ou en tout cas, le corbeau qui communique, c'est assez rigolo à écouter. Mischief, can you say hello? Hello. Good bird. Can you say hi? Hi. Good job. Good job, Mischief. Voilà. Oui, c'est un langage. C'est exactement ça. C'est un langage. Alors bien sûr, c'est clair que je n'aurai jamais de débat philosophique autour de la reproduction des fourmis de l'Amazonie avec mon oiseau. Ça, c'est sûr. mais au moins, on discute. Mais vous voyez, même les corbeaux, mais vous avez vu cette imitation de la voix humaine. Et il y a plein d'autres vidéos. Vous avez justement... ils imitent aussi justement des cris d'autres oiseaux. Ils imitent des bruits. Ils imitent plein de choses. Parler, c'est plus pouvoir définir des sentiments que des choses diverses. D'accord. Alors oui, alors si on est plus en... Ouais, je sais pas. Non, alors c'est vrai que il va pas me dire maman, je suis triste, mais il sait communiquer ses émotions très très bien. Mais ça, c'est plus un peu comme tous les animaux, au moment où on les connaît, on sait communiquer avec eux. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Alors si parler, c'est vraiment une histoire de ressenti et puis de pouvoir avoir un dialogue un peu plus profond, oui, d'accord. Mais moi, je trouve qu'ils ont une communication verbale fascinante. Voilà. Mais le corbeau peut communiquer aussi de façon verbale et imiter la voix humaine, répéter des sons dans des situations bien précises. Enfin, voilà. De toute façon, pour crier, ils ont des cordes vocales. Ah non, Nanou, les oiseaux n'ont pas de cordes vocales. Alors, comment expliquer? Il y a une vidéo sur Internet qui, c'est Le Monde de Jamie, qui parle des perroquets, où c'était à l'époque, c'est pas sorcier. Hein. Non, en fait, ils n'ont pas de cordes vocales. Alors, ils ont la trachée comme nous. Et ce qu'ils ont, au lieu d'avoir, nous, on a des petites cordes vocales qui vibrent et puis qui font des sons. Eux, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont la trachée qui est extrêmement musclée. Et en fait, c'est tout simplement avec les muscles de la trachée qui compriment ou qui se dilatent au moment où l'air passe, qu'ils arrivent à former des sons. Mais ils n'ont pas de cordes vocales. C'est encore ça qui est encore plus étonnant. Les oiseaux n'ont pas de cordes vocales. Et d'ailleurs, si vous regardez des fois certaines imitations, enfin certaines vidéos, par exemple quand Choupette il chante ou quand il imite des sons, on voit bien que c'est là que ça travaille. Pour moi, parler, c'est juste le langage. Définir ses sentiments, c'est s'exprimer. Ouais, je suis assez d'accord, Dave. Ouais. Non, je suis d'accord. Exactement. Tout à fait imaginaire, c'est ça. Il y a les muscles de la trachée et la langue qui va servir à faire... aussi à faire un petit peu, on va dire, de l'articulation. Mais oui, c'est exactement ça. Ils n'ont pas de corde vocale, ça c'est clair. Ils n'ont pas de corde vocale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils arrivent à imiter la voix de leur propriétaire. S'ils avaient des cordes vocales d'une longueur bien définie, c'est comme nous, on a chacun notre voix parce qu'on a notre longueur de corde vocale qui nous est propre. Ah oui, ok, pour la trachée, oui. Savons-nous depuis quand ou quelle époque l'homme a commencé à parler? Aucune idée. Ça, je me suis pas du tout renseignée, Nanou. Pas du tout. Mais voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas de corde vocale parce que sinon, ils auraient leur voix propre.
eux, ils imitent la voix juste en fait grâce musculairement à la trachée. Enfin voilà. Maintenant, moi j'aimerais vous parler encore de 2-3 petites choses. Donc on a vu qu'ils étaient capables de résoudre des problèmes simples, genre la boîte avec le trou, il faut pousser avec une petite brindille pour aller chercher la nourriture, etc. Mais il y a un chercheur qui a fait encore plus fort quand il est venu sur Terre. Oui, d'accord, Geneviève. Adam, Ève, tout ça, c'est depuis là qu'on parle. Donc, on va laisser un petit peu maintenant les corbeaux dans leurs arbres, et puis dans leur milieu naturel, etc. On va s'intéresser aux expériences menées en laboratoire, en atelier de travail, avec des individus qui sont prêts à résoudre des problèmes. Donc, on a déjà vu, comme je vous ai dit, qu'ils étaient capables d'utiliser une petite brindille. Il faut utiliser un bâton. Pour aller chercher à manger. On a vu aussi qu'ils étaient capables de vider de l'astuce. Magnifique. Tout ça, on a vu. Maintenant, il y a un chercheur qui a fait un peu ce qu'on peut dire un enchaînement de problèmes pour que l'oiseau puisse avoir sa friandise. Donc ça va pas être avec juste un seul exercice qui pourra être récompensé. Il y a 8 étapes à faire. Alors, juste pour dire, chaque étape a été vue, on va dire, individuellement. C'est un peu le parcours du combattant. Chaque étape, il l'a vu individuellement au moins une fois. Comme on a vu cette fameuse boîte où il y a les 4 exercices. Maintenant, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque exercice, va lui donner un outil pour l'exercice suivant. Enfin, vous allez comprendre. Je vous ai mis un peu en... J'ai aussi fait quelques cuts et tout. C'est des vidéos, il y a 2 vidéos d'1 minute pour comprendre. Alors déjà, la première qui va vous expliquer le principe. Mais ce ne sont pas les outils qui intéressent Alex. Il veut savoir si le corbeau peut résoudre des problèmes. L'oiseau a pour mission de récupérer un morceau de viande enfermé dans cette petite boîte. Il a laissé différents objets à la disposition de 007. Saura-t-il s'en servir? Alex a déposé pour lui un petit bâton attaché à une corde, 3 cailloux placés dans des cages et un bâton plus long enfermé dans une boîte. Le corbeau doit se servir du bâton pour attraper les cailloux qu'il devra laisser tomber dans la boîte pour accéder au bâton plus long. Voilà, donc là c'est l'explication du parcours. Oui, si j'ai mis les images à l'envers, c'est juste pour éviter que je me fasse suspendre le live pour droit d'auteur, tout simplement. Parce que maintenant, YouTube, ils sont capables de suspendre un live en direct s'il y a des droits d'auteur qui ne sont pas respectés. Donc voilà. Donc si jamais, alors là, il y a toutes ces étapes-là. Donc vous avez le petit bâton à aller récupérer, donc il pend au bout d'une ficelle. Donc déjà, il faut aller récupérer ce petit bâton. Les cailloux, les mettre dans la bascule, prendre le grand bâton, puis aller chercher la viande. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, donc, comme je vous ai dit, chaque étape a été vue séparément. Donc, il sait qu'il peut mettre un caillou sur une balance pour aller récupérer un morceau de viande. Là, il doit en mettre 3. Ça, il ne l'a jamais fait. Le parcours, dans l'état où il est là, il ne l'a jamais vu. C'est la première fois qu'il est confronté à ce parcours. Voilà, donc ça, je voulais quand même le préciser parce que c'est important de vous dire qu'il ne l'a jamais fait. Vous êtes prêts? On regarde la suite? Vous voulez voir un peu comment il se débrouille, notre ami 007? Oui, c'est comme ça que s'appelle le corbeau. Ils l'ont surnommé comme ça. Ils sont assez marrants. Vous êtes encore là? Allez, c'est parti. J'ai appelé ça, moi, l'escape room, parce que c'est un petit peu comme on a nos jeux... nos jeux d'énigmes où on prend une clé pour ouvrir un tiroir. Dans ce tiroir, il y a un code. Dans le code nous permet d'ouvrir un coffre-fort. Le coffre-fort nous permet d'avoir une carte magnétique qui nous permet d'ouvrir la porte. Voilà. Allez, partie 2. Pour la première fois, il va devoir franchir 8 étapes dans un ordre bien précis, afin d'obtenir la récompense. Donc la ficelle, les 3 cailloux, la bascule... Dans un premier temps, il étudie les éléments. Il commence par le petit bâton. Il s'aperçoit qu'il est trop court pour atteindre la viande. Il tente donc d'attraper le premier caillou. C'est un succès. Mais il ne sait pas quoi en faire. Il saisit alors le deuxième caillou. Il semble perdu. Soudain, il paraît avoir compris.
Il a réussi. Mission accomplie. Hihi, j'oublie à chaque fois de remettre le micro. Wouhou, mince, je suis nulle. Pardon. Non, je disais, là on voit bien que même s'il ne connaissait pas, le parcours, il a réfléchi, il a observé et il a déduit que tout ce qu'il avait appris jusqu'à maintenant, il pouvait l'appliquer dans une autre situation pour résoudre un autre problème qu'il ne connaissait pas. C'est vraiment en fait pouvoir un petit peu comme nous, on apprend à l'école des trucs de maths, des trucs de machin, qu'on saura absolument pas quelle application ça pourra avoir plus tard. Et puis là, tout d'un coup, on sait. Vous voyez? Donc non, franchement, il est super doué et ça prouve bien qu'ils sont capables de réflexion. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment dingue, quoi, parce qu'il y a beaucoup d'humains qui auraient peut-être pas forcément compris tout de suite. C'est pour ça. Exactement. Une expérience qu'il a dû multiplier, c'est exactement ça. Maintenant, dans tous ces exercices, il y a des fois des choses assez surprenantes qui sont sorties, où les chercheurs essayaient de trouver d'autres choses, hein, et puis ils ont découvert des choses bien plus surprenantes encore, sans que ce soit vraiment ça qu'ils recherchaient. Mais non, je n'avais pas plus intelligent que toi. Toi, t'aurais trouvé, si on t'avait fait chaque exercice séparément. Non, je t'embête, ma douce, mais bien sûr, t'aurais trouvé. Mais par contre, ça, c'est le genre d'exercice que des enfants de moins de 5 ans ne peuvent pas réaliser, par exemple. Donc, on parlait d'empathie hein, tout à l'heure, mais quand il s'agit de nourriture, des fois, c'est un peu plus compliqué. Il y a souvent des petites bagarres. Hein. Tu prends la boîte et tu la lances par terre. Alors, tu vas rire imaginaire. Tu sais, dans la toute première vidéo que j'ai montrée avec le perroquet contre la corneille, il y a un moment où le perroquet il se trompe en mettant la bille pas dans le bon trou et il est tellement énervé que ça n'avait pas marché qu'il s'est énervé contre le dispositif qu'il a réussi à le soulever de terre et à faire comme ça basculer sa cacahuète hors de la boîte parce qu'il avait soulevé le truc de terre. Donc après ils ont vissé la boîte pour plus que ça se reproduise mais dans les faits il a un petit peu de cet exercice, il y a eu ça. Donc oui, chacun a un peu sa technique quoi. Enfin voilà, mais pour vous dire donc que quand il s'agit de nourriture, on pourrait plutôt à ce moment-là s'attendre que les oiseaux se bagarrent plutôt pour avoir leur petite pitance. Mais en fait non. En fait ce qui se passe c'est que les corbeaux sont capables de s'entraider. C'est les scientifiques qui ont mené donc plusieurs expériences où ils mettaient deux individus avec un système où il y en a un qui devait tirer, l'autre qui devait pousser en même temps pour que la friandise se libère. Sortie de l'école, je suis plus analysée de compas. Non, mais je suis sûre qu'il y a des choses que tu as appliquées dans tes réparations de moteurs ou de voitures, des choses que tu avais apprises à l'école. Tout simplement faire une mesure. Pourquoi? À quoi ça sert de prendre une mesure et de savoir reporter une mesure? Je suis sûre qu'il y a des choses que tu as eu appris à l'école que tu as dû après appliquer dans d'autres cas. C'est exactement ça. Enfin bref, donc, ce qui se passe, ils ont pris donc deux corbeaux, un dispositif où ils doivent s'entraider. Alors, il y a eu, bien sûr, les débuts sont un peu chaotiques, ils comprennent pas, ça échoue et tout. Et à un moment, ils comprennent qu'il y en a un qui doit tirer, l'autre qui doit pousser, et puis qu'il faut qu'il y ait une certaine équilibre. Les clés dans sa voiture. Enfin voilà. Et donc, ils œuvrent donc à deux, en couple, on peut dire ça, enfin, pour arriver à obtenir leur friandise. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que quand ils faisaient les bons mouvements, la friandise elle tombait, ils se la partageaient. Hein. Et puis, plus les chercheurs faisaient répéter l'exercice aux deux oiseaux, plus bien sûr, ils avaient plus besoin de réfléchir, ils le faisaient automatiquement. Ce qui est assez rigolo, c'est que quand on mettait donc un oiseau qui avait bien compris l'exercice, avec un oiseau novice, au lieu des 4 ou 5 essais qu'il a fallu à deux oiseaux novices pour trouver la solution, souvent en 2 essais, c'était fait. Comme si, on parlait de transmission tout à l'heure, comme si le corbeau qui connaissait l'exercice disait à l'autre qu'il avait à faire pour que ça marche plus vite. Bon, ça, on a parlé de la transmission, c'est plus tellement, on va dire,
étonnant maintenant qu'on sait qu'ils se transmettent les informations et qu'ils se transmettent les acquis. Mais ce qui est très drôle, savez-vous, et ça c'était vraiment un résultat inattendu au niveau du corps scientifique. Hein. Ah, t'as résolu le problème en cassant une vitre. Oui, alors que tu vois, une corneille, elle aurait crocheté la serrure. Enfin bref. Mais ce qui était assez dingue, donc il y a un truc, les scientifiques ne s'attendaient pas du tout à ce résultat. C'est que, bien sûr, quand ils résolvaient l'exercice, il y avait une friandise qui tombait. Et ils se la partagent. Je veux dire, on a vu, ils ont de l'empathie, ils ont du partage. Donc ils se partageaient, ils avaient fait le travail à deux et ils se partageaient la friandise. Mais il arrivait, certaines fois, qu'un des deux individus ne veuille pas partager et parte avec toute la friandise sans laisser l'autre en manger. Et bien, ce qui a été découvert, c'est que cet individu-là, le voleur, on peut l'appeler comme ça, et ben, quand on le remettait à travailler avec la victime, avec l'oiseau qui n'avait pas eu sa friandise, et ben, l'oiseau refusait de collaborer. C'est-à-dire que celui qui avait été lésé ne voulait plus travailler avec le voleur. Parce qu'il se dit, voilà, on collabore, mais il va encore me piquer ma friandise. Donc, il le rejetait et ne voulait pas travailler avec lui. Et si dans la même session d'exercice, on lui mettait un autre individu, et ben là, il collaborait avec plaisir. C'est pas juste magique? Franchement, les corbeaux ont un sens moral. Les corbeaux n'aiment pas les tricheurs. Vous trouvez pas ça juste dingue pour un animal? Que le tricheur ou le voleur, il est rejeté. Enfin, je trouve ça juste énorme. C'est juste énorme. Enfin, moi, personnellement, c'est un des aspects, j'ai trouvé ça juste... Et les scientifiques, ils ont répété plusieurs fois la chose. Et à chaque fois, l'individu, le voleur, en fait, au final, ne pouvait plus travailler avec personne. Parce que plus aucun des autres corbeaux ne voulait travailler avec lui. Donc pour finir, il faisait plus que des exercices en solo. Parce que les autres individus ne voulaient plus faire l'exercice de collaboration avec lui. Ah non, faut pas qu'il aille au casino, hein. Bon, ça c'est sûr. Enfin voilà, ça j'ai trouvé juste ça assez hallucinant. Enfin, je sais pas, est-ce que vous arrivez à vous dire pété prise? Mais on est de retour. Ah non, on n'est pas de retour. Et ça frise. Pourquoi? Ah c'est bon. C'est bon, on est de retour. C'est bon, on est de retour. Enfin. Voilà, ça c'était pour moi des trucs assez... Ouais, j'ai des petits lags, je sais pas pourquoi. Bon, il y a une grosse tempête, hein. Il a fait vraiment pas beau là, toute la journée, il y a eu beaucoup de pluie, donc je sais pas. Oui, je sais que vous êtes là, c'est moi qui lag, c'est moi qui m'en vais. Oui, j'ai payé mon fournisseur internet, et puis j'ai même fait les tests et tout, je suis même pas en wifi, je suis en câble Ethernet. Mais c'est juste qu'avec... je sais pas, j'ai des petits trous comme ça, mais c'est net plus, hein. On a du très haut débit, mais pas continu. Mais oui, je sais, t'es pas loin de chez moi. C'est pour ça que je sais, je peux pas dire de bêtises. Enfin voilà. Donc ça c'est... Mais vous voulez encore plus fort? Il y a des exercices. Là on va passer à la dernière partie. Je voulais te pédaler pour l'électricité, c'est exactement ça, Béranger. Non mais c'est Théo qui s'est arrêté. Il a une roue là normalement comme les hamsters et puis là il s'est arrêté. C'est pour ça. Ça marche pas. Ah, c'est peut-être ça. À cause du mauvais temps, ils se sont mis autour d'une fondue, Dave. T'as peut-être raison, c'est peut-être ça. Bah alors pour le dernier concept de l'intelligence de ces oiseaux, je vais vous demander d'être très concentrés. Là, ça va, il va falloir suivre, hein, parce que c'est des tests que même moi, alors ce niveau-là qu'on va proposer aux corneilles, c'est assez compréhensible, mais à la différence que moi, quand je fais un exercice ou autre, on m'explique les règles. Là, la corneille, on ne peut pas lui dire, la règle c'est ça, suis la règle. Elle a dû la déduire par elle-même. Vous allez voir, c'est juste hallucinant. On peut un peu apprendre les concepts d'abstrait. Donc avec les expériences qu'ils ont menées sur ces incroyables animaux, il a été démontré, un peu comme pour certains perroquets, que les corbeaux pouvaient assimiler des concepts de plus grand que, de même couleur que, ou différent de, ou identique à, ou enfin voilà, tous ces petits concepts de dire, quand on lui disait désigne le plus grand, il savait désigner quelque chose de grand, etc. Bref. Mais il y a encore plus incroyable, c'est qu'ils arrivent à faire des déductions
Vraiment digne de test de QI. Hein. Je vous dis, franchement, vous allez voir. Je vais vous expliquer des associations un petit peu dans le même genre que de, vous savez, trouver l'intrus, par exemple. Mais, enfin, bref, je vous explique, c'est plus simple. Vous prenez, par exemple, un rond, un carré, un triangle. Jusque-là, correct. Vous prenez maintenant 3 couleurs. Du bleu, du jaune et du rouge. Jusque-là, tout le monde suit, hein? On a donc 3 formes et 3 couleurs. Maintenant, on va créer pour l'oiseau des vignettes. Là, je vais vous faire l'exemple avec une vignette où on a mis une croix en plus et c'est une PlayStation. Oui, on va déjà faire avec 3. Hein. On a mis alors 2 ronds et un carré. Les 2 ronds étant de 2 différentes couleurs et le carré étant rouge comme un des ronds. Oui, il manque la croix, oui, je sais. Mais je voulais pas faire avec 4, je me suis dit 3, c'est déjà pas mal. Donc là, sur cette vignette, ce qui caractérise cette vignette, c'est qu'il y a 2 formes identiques et 2 couleurs identiques. Tout simplement. Ensuite, on va présenter à l'oiseau 2 autres vignettes. Là, alors, la première, celle-là, qui est une vignette dite un peu aléatoire, dans le sens que vous voyez qu'il y a 3 formes différentes, 3 couleurs différentes, enfin voilà. Donc elle n'a pas vraiment... quelque chose de comparable avec la vignette, la vignette 1, avec celle-là. Et la vignette 3, donc celle-ci, la troisième vignette, où vous voyez qu'il y a 2 triangles et 2 couleurs jaunes. Donc l'oiseau doit trouver que la vignette 1, qui a donc 2 formes et 2 couleurs identiques, est identique que c'est la même chose que la 3, qui a aussi 2 formes et 2 couleurs identiques. Alors que les formes et les couleurs ne sont pas identiques d'une vignette à l'autre. Est-ce que vous comprenez un petit peu le concept de l'énigme? Dites-moi. En gros, ils doivent reconnaître les points communs entre la vignette principale qui a été donnée et les 2 qu'on lui suggère. Est-ce que je suis claire? Dites-moi juste si je suis claire. Oui, un test de logique, exactement. Parce que tout le monde a un petit peu bien compris le concept. L'idée. Faut me dire hein, si c'est pas clair. Non, je sais pas. Ok. Pour l'instant, oui, ça a l'air d'être clair un peu. Je sais pas. Bon, bah, si c'est pas clair, vous criez. Clair, non, pâle, non plus. Alors, voici la vidéo. Alors, on lui présente d'abord, tranquillement, là. Et vous voyez donc, vous avez de même couleur, mais 2 formes différentes. Et là, elle choisit donc les 2 formes différentes. Là où il y avait les 2 fois le carré, elle ne choisit pas. Ici, on lui présente toujours de même couleur, mais 2 formes identiques. Elle ne réfléchit pas longtemps, elle va chercher les 2 formes identiques. Donc, c'est celui du milieu, hein, celui de la référence. Hein. C'est celui du milieu. Et là, 2 couleurs différentes, mais formes identiques. Hop! Elle va chercher aussi au bon endroit. Là, encore une fois, franchement, elle est super douée. Là, de nouveau, forme identique, couleurs différentes. Là, elle réfléchit un peu et hop, elle trouve. Elle ne se trompe jamais. C'est juste impressionnant. Là, encore une fois, là, par contre, même couleur, forme identique. Là, elle réfléchit un peu plus parce que, voilà, elle hésite un peu parce qu'elle se dit quand même que le carré et le triangle sont assez proches. Mais, encore une fois, elle ne se trompe pas. Voilà. C'est dingue, hein, franchement. Ça, c'est des tests que, ouais, comme dit Imaginaire, énigme, level enfant de 8 ans, quoi. Et l'enfant de 8 ans, on peut encore lui dire, regarde cette carte. Regarde les 2 autres. Laquelle semble avoir des points communs avec l'autre carte? Là, on lui dit rien. Alors ça, je sais pas, parce que c'était un reportage qui était tout en anglais. J'ai pas tout suivi ni tout compris au niveau du temps d'apprentissage, etc. J'ai déjà eu du mal à comprendre le fondement de l'exercice moi-même, vu que c'était tout en anglais. Mais oui, non, ça, c'est... Alors, par contre, ce que j'ai compris, c'est que le laboratoire qui fait ces exercices avec ces oiseaux, il travaille, en fait, il capture des oiseaux sauvages, il travaille 3 mois avec et il les relâche. Non, moi, c'est pas clair.
Voilà, donc c'est au maximum 3 mois. Parce que justement, le laboratoire en fait qui s'occupe de ces oiseaux, il les capture adultes, il travaille 3 mois avec et il les relâche. L'âge de l'oiseau, alors en tout cas, c'est passé 5 ans. C'est des oiseaux, entre guillemets, qui ont passé l'âge adulte, qui sont plus dépendants de leurs parents. C'est des oiseaux qui ont eu droit à des apprentissages. Et si ça se trouve, vu que, si, je sais pas, hein, après ça, là j'avais extrapolé complètement, mais imaginons que d'ici 15 ans ou 20 ans, ils continuent ce genre d'expérience et qu'ils reprennent des oiseaux toujours dans la même colonie, peut-être qu'ils verront que certains oiseaux qui n'avaient jamais fait l'exercice avant, qui sont devenus adultes et qui ont été élevés par des oiseaux qui avaient été relâchés de ce laboratoire, peut-être apprendront-ils les choses plus vite. Ça, je ne sais pas. Mais c'est une extrapolation, mais c'est une possibilité vu tout ce qui se passe avec ces oiseaux. Enfin, pour moi, c'est juste des... Enfin, pour moi, enfin, voilà. En faisant ce live, je m'attendais à trouver des vidéos mignonnes avec des petits, justement, des petits bâtons, des petits machins, des petits trucs. Allez, un petit façonnage outil par là, mais je ne m'attendais pas à découvrir un oiseau avec un système social, une intelligence sociale aussi évoluée, une déduction, une logique, une morale. Je m'y attendais pas. Je sais pas si vous... je sais pas si vous, il y a des choses dont tout ce que je vous ai dit, vous saviez pas, ou si vous saviez déjà tout ça. Mais moi personnellement là j'ai appris, voilà, je pensais pas en apprendre autant et c'est pour ça que je me suis dit ce serait con de partir sur les bases que quasiment tout le monde connaît. Les conditions pour capturer ces oiseaux. Alors de ce que j'ai vu des vidéos de capture, alors pas forcément de ce reportage là, hein, parce que j'ai vu plein de reportages, en règle générale, alors ils les capturent au filet. Ils vont en fait, parce que souvent dans les arbres, ils arrivent à grimper quand même à une certaine hauteur dans les arbres. Parce que les corbeaux sont quand même plus à lancer d'abord des cris d'alarme avant tous de s'éparpiller. Et j'ai vu beaucoup de captures au filet. Après, je sais pas, il y a peut-être aussi des captures justement au piège, mais j'ai vu beaucoup de captures au filet. Ah, moi je pense que oui, si vraiment tu fais un apprentissage... Alors, il y a une chaîne YouTube que j'ai donnée à Wolf par Facebook, qui me l'a demandé, Ah oui, elle le fait easy, hein. Elle a compris. Elle a compris le concept. Il y a juste eu un moment où elle a dû un peu réfléchir, mais sinon... Alors, je vais vous mettre le lien. Attendez, il faut que j'y retourne. Mais j'ai trouvé une chaîne YouTube qui était assez intéressante. J'avais donné le lien à Wolf. Tac, tac, tac. J'avais donné le lien à Wolf. Pourquoi est-ce que c'est pas plus grand? Attendez. Vraiment d'un corbeau apprivoisé en France. Il faut que je la retrouve. Elle est où? Elle est où? Je sais plus. Wolf, si tu te souviens du nom de la chaîne, ce serait bien que tu me la donnes. Parce que c'était... Je sais plus son nom. Maintenant, j'ai un blanc. Enfin bref, mais c'est vraiment assez... C'est une nana qui tient une chaîne hein, sur son corbeau qui est vraiment intéressante. Qui est vraiment intéressante. Merci, merci Wolf si tu arrives à nous redonner le lien de la chaîne. Ce serait top. Ou au pire le nom, comme ça moi après je peux vite la retrouver parce que là je ne sais plus qu'est-ce que j'avais fait comme recherche pour retrouver ça. Je sais plus. Ah voilà, c'était Lazare, c'est Corbeau Lazare. C'est ça. C'est le Corbeau Lazare. Ah, tac tac. Je vais vous la partager. Elle est vraiment chouette. Vous allez voir plein de... Hop là. Voilà. Voilà. Ça c'est le lien si jamais vous voulez jeter un coup d'œil. Je la mettrai aussi en description hein, dans la vidéo, mais ça c'est une chaîne vraiment sympa. Vous voyez un corbeau apprivoisé, il sait faire plein de tours, il est, enfin voilà, il est super. C'est un super corbeau. Non, il me semble pas que en tout cas, alors ça dépend lesquels. Il y a certains grands corbeaux comme le corbeau freux qui est en voie d'extinction, enfin sur nos territoires. Donc oui. Ok ma bérangère, je te fais de gros bisous, une bonne soirée.
Donc oui, alors il y a certaines espèces de corbeaux ou de corneilles qui sont protégées. Maintenant, vous avez le corbeau noir, qui est un corbeau commun, qui n'est absolument pas protégé du tout. Mais par exemple, le corbeau freux, qui est un des plus grands corbeaux, lui, il a été persécuté à l'époque, justement, un petit peu parce qu'il a été pris pour les accompagnants des sorcières, messager du diable, etc. Enfin voilà, donc c'est vraiment... Mais après, non, il y a certaines espèces qui ne sont pas protégées, pas toutes. Puis les corneilles sont tout aussi intelligentes que les corbeaux, et ça va aussi. Hein. Je peux comprendre que ça donne encore plus envie d'en avoir un, je peux comprendre. Mais tu verras, les vidéos, elle a un lien. En fait, on peut avoir avec un corbeau un lien comme on a avec un perroquet. Vraiment. C'est vraiment dingue. Ce sont deux espèces d'oiseaux qui ont évolué complètement séparément. Parce que bah voilà, les perroquets, ils sont plutôt justement d'Afrique, d'Australie et d'Amérique du Sud, alors que les corbeaux sont plutôt des oiseaux du Nord. Oui, non, ne jette pas ton œil trop loin. Enfin voilà, mais n'hésitez pas à vraiment aller regarder cette chaîne. Moi, je me suis abonnée. Elle est super sympa. Enfin voilà. Ok, on arrive gentiment. Combien de temps ça nous fait? Oh, 1h20. Pas mal. Pas mal. J'espère que ça vous plaît un petit peu ce nouveau format où j'essaye au maximum de chercher un petit peu des vidéos, etc. Même s'il n'y a pas forcément de son et que je les commente en direct. Enfin, je sais pas si vous aimez un petit peu ce format-là. Moi, je trouve ça cool parce que ça donne beaucoup d'interactivité. Et moi, j'aime bien interagir un petit peu avec vous tous. Et puis, bah, si... Il faut s'abonner. Ah non, t'es pas obligé de t'abonner. Tu peux la regarder. Et il n'y a jamais aucune obligation, Geneviève. Il n'y a jamais aucune obligation que ce soit de s'abonner ou quoi que ce soit. Non, moi je me suis abonnée parce que je kiffe cette chaîne. Mais si toi, t'es pas intéressé de voir des vidéos de corbeaux, t'es pas obligé de... T'es pas obligé, quoi. Enfin, franchement, tranquille, hein. Chacun fait comme il veut, hein. Enfin, voilà. Bon, je vous mets quand même ça, hein. Pour ceux qui sont pas abonnés, ils peuvent s'abonner au live. Ceux qui ont aimé le live, le petit pouce, le petit j'aime. Et puis, bah, si vous avez trouvé intéressant et puis que vous avez appris des choses, pas hésiter à partager. Mais ce n'est pas obligatoire, comme je le dis. Vous faites vraiment à votre plaisir. Mais je le rappelle parce qu'il y a des gens qui l'oublient, tout simplement. Oui, toi aussi, tu t'es abonné. Bon, bah alors c'est cool si vous aimez ce style de live. Si vous aimez ce style de live un peu plus interactif, avec des vidéos et tout ça. Franchement, je fais de mon mieux pour essayer de vous trouver des extraits un petit peu dynamiques. Et puis, après, il n'y a pas tout que je peux illustrer. Je lis beaucoup. Hein. Je ne fais pas que regarder des vidéos pour vous préparer mes lives. Donc, je lis beaucoup. Donc, des fois, c'est dur de trouver comment illustrer des articles ou des choses comme ça. Hein. Les journaux, c'est facile. Hein. Sur 3 pages d'articles, ils ont besoin de 3 photos. Moi, c'est sur 3 minutes que j'ai besoin de 3 photos. Enfin bon. Voilà, tout ça pour vous dire que à chaque fois, moi, c'est un grand plaisir de passer. Je volais comme un oiseau sans matériel, sans parachute de secours. Ouais, alors peut-être qu'un jour, on pourra voyager, enfin, voler comme... Enfin, oui, à part ça, imaginaire, tu peux hein, voler comme un oiseau, mais tu le fais qu'une fois. Enfin, si tu fais sans parachute, sans parapente, sans rien, tu peux le faire, mais une fois. Quoique, il y a ces fameuses combinaisons. Quoique, c'est du matériel, ça aussi. Disons que voler tout nu comme un oiseau, oui, ça tu le fais qu'une fois. Enfin voilà. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez encore des petites choses à rajouter? Alors oui, Radio Libre, hein, on a dit la semaine prochaine. C'est Radio Libre. J'ai pris note des participants. Donc s'il y a changement, s'il y a d'autres gens qui veulent participer à la prochaine Radio Libre, donc dimanche prochain, hein, Radio Libre. Moi j'ai Nanou, j'ai Wolf et j'avais Letty. Toujours motivé, toujours d'actualité le fait que vous participiez à la Radio Libre de dimanche prochain. Bon, Letty elle est plus là pour nous dire, mais elle me le dira en privé. Mais voilà, wingsuit, voilà. On vole pas, on descend de 1 mètre chaque 4 mètres de long. D'accord, ok. Oui, ok. Mais ça doit être super impressionnant à part ça comme sensation. Ça doit être super impressionnant. Oui, alors pour Nanou, c'est bon, c'est confirmé. Non, Nat, moi j'ai rien pour ce dimanche, MDR. Bah, tu veux pas nous parler un petit peu de Dino, de ce qui se passe? On peut, voilà, hein, t'as mis quelques vidéos sur Facebook que je peux récupérer ou des choses comme ça. Hein, t'es pas obligé non plus de faire 2 heures. Hein. C'est comme tu veux, Wolf. Si t'es pas motivé, t'es pas motivé, y a pas de souci. Hein. Si t'as pas envie, si t'as rien à dire.
Ok, ça marche, Mananou. Mais on regardera ça. Et puis moi, je vais voir un peu de quoi Letty veut nous parler. Pour voir de quel ordre je vous fais passer. Parce que si c'est quelque chose de vraiment... Enfin voilà, je veux pas non plus te faire passer en premier si vraiment c'est... voilà. On va voir un petit peu l'air. Si Letty, par exemple, son sujet c'est plus court, je la ferai passer en premier. Et puis je regarderai ça. Mais oui, tu me tiens au jus. Il n'y a absolument aucune obligation de me dire ça ce soir, Wolf. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair que ça doit être impressionnant la wingsuit. T'as jamais voulu essayer? Toi qui es un passionné des airs. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bon. Ok, voilà, moi c'est à chaque fois un plaisir de tous vous retrouver. Je vais vous laisser gentiment. Et puis c'est vraiment à chaque fois un plaisir d'être tous avec vous, de rigoler. Et puis j'espère, comme à chaque fois j'aime à le dire, que vous quittez mon live Histoire Insolite en ayant appris quelque chose que vous ne saviez pas en y venant. Et que mes prochains sujets vous intéresseront tout autant. Donc semaine prochaine, Radio Libre, dans 2 semaines, nouvelle Histoire Insolite. Je vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Ah, t'arrives à la fin, maman. Ah là, c'est la toute fin, j'étais en train de dire au revoir. Merci à tous d'avoir été présents. En tout cas, merci à maman pour ce petit passage éclair. On remercie donc notre Letty nationale et Bérangère qui sont déjà repartis. Je fais un gros bisou à Catherine, à DRJ, à Wolf, à Dave, à Nanou, à Geneviève, à Imaginaire, évidemment, à mon chéri qui était là aussi, qui a disparu. Je ne sais pas s'il s'est fait kidnapper par le canapé ou s'il s'est fait kidnapper par sa table de repassage. Un gros bisou. Je ne sais pas si j'oublie des gens. Catherine, je ne sais pas si je t'ai dit. Enfin, mais voilà, je vous remercie à chaque fois d'être plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à partager la chaîne, à partager les lives ou les tutos ou quoi que ce soit si vous estimez que c'est utile. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne semaine et encore une très bonne année. Bisous, bisous les amis!